Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je souris parce que je viens de raconter une histoire encore très inspirée. Mais là, je reviens pour une lecture que je commence tout de suite. Et je reprends Frankenstein de Mary Shelley. J'en suis au chapitre 4. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Est-ce que je vous ai demandé comment vous alliez? J'espère que vous allez bien, en tout cas. Alors, c'est parti pour la lecture. Chapitre 4. Ce fut en novembre, pendant une nuit affreuse, que je vis l'accomplissement de mes travaux. Dans une inquiétude voisine de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments propres à donner la vie pour introduire une étincelle d'existence dans cette manière inanimée qui était à mes pieds. Les reins avaient déjà sonné la première heure après minuit. La pluie battait avec un sifflement horrible contre mes fenêtres. Ma lumière était près de s'éteindre lorsque, à cette lueur vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune et stupide de la créature. Elle respira avec force et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif. Comment décrire ce que j'éprouvais à cette vue ou comment peindre le malheureux dont la formation m'avait coûté tant d'efforts, de peine et de soins. Ses membres étaient d'une juste proportion et les traits que je lui avais donnés n'étaient pas moins beaux. Beaux, grand Dieu! Sa peau jaune couvrait à peine le système des muscles et des artères. Sa chevelure flottante était d'un noir brillant. Ses dents étaient blanches comme des perles, mais ses avantages ne formaient qu'un contraste plus horrible avec ses yeux insipides, qui paraissaient presque de la même couleur que leurs blanches et ternes orbites, une peau ridée et des lèvres noires et serrées l'une contre l'autre. Les différents événements de la vie ne sont pas aussi variables que les sensations du cœur humain. Je n'avais pas cessé de travailler pendant près de 2 ans, dans le seul but de donner l'être à un corps inanimé. Dans cette vue, j'avais négligé mon repos et ma santé. J'avais désiré atteindre ce but avec une ardeur immodérée et, à présent que j'y étais parvenue, la beauté du rêve s'évanouit. Mon cœur se remplit d'une horreur et d'un dégoût affreux. N'ayant pas la force de soutenir la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire et me promenai longtemps en parcourant ma chambre en tous sens et sans songer au sommeil. Enfin, la fatigue succéda à mon agitation et je me jetai sur mon lit pour chercher, pendant quelque temps, l'oubli de ma situation. Ce fut en vain. Je dormis pourtant, mais je fus troublée par les rêves les plus effrayants. Je crus voir Elisabeth, éclatante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé et surpris, je l'embrassai. En imprimant mon premier baiser sur ses lèvres, je les voyais devenir livides comme la mort. Je voyais ses traits changer et je croyais tenir entre mes bras le cadavre de ma mère. Elle était couverte d'un linceul dans les plis duquel je voyais ramper les vers du tombeau. Je m'éveillai saisie d'horreur. Une sueur froide couvrait mon front. Mes dents claquaient les unes contre les autres et tous mes membres étaient en convulsion lorsque, à la clarté faible et jaunâtre de la lune qui donnait sur les croisées, je distinguai le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il tenait les rideaux du lit et ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Sa bouche s'ouvrit et il fit entendre quelques sons inarticulés en faisant des grimaces affreuses. Peut-être avait-il parlé, mais je n'entendis pas. Il étendit une main
sans doute pour me retenir, mais je lui échappais et descendis précipitamment l'escalier. Je me réfugiai dans la cour de la maison, où je passais le reste de la nuit à me promener en long et en large dans la plus grande agitation, prêtant attentivement et avec crainte l'oreille au moindre bruit, comme s'il m'annonçait l'approche du démon à qui j'avais si malheureusement donné la vie. Ah, quel mortel pourrait soutenir l'horreur de cette situation? Une momie à qui on rendrait l'âme ne serait pas aussi hideuse que ce monstre. Je l'avais observé lorsqu'il n'était pas encore achevé. Il était laid alors, mais lorsque les muscles et les articulations purent se mouvoir, il devint si horrible que Dante lui-même n'aurait pu l'imaginer. Je passais la nuit dans des transes cruelles. Tantôt mon pouls battait si vite et avec tant de violence que je sentais la palpitation de toutes les artères. Tantôt je succombais presque de langueur et de faiblesse. Saisi d'horreur, je compris avec amertume combien je m'étais abusée. Les rêves dont je m'étais bercée si longtemps et avec tant de plaisir étaient désormais devenus un tourment pour moi. Comment aurais-je pu ne pas l'éprouver? Mon changement fut si rapide, mes espérances furent si cruellement déçues en tout point. Le jour commença enfin à paraître. Le temps était sombre et pluvieux. Cependant mes yeux découvrirent l'église d'Ingolstadt, ses blancs clochers et l'horloge qui marquait 6 heures. Le gardien ouvrit les portes de la cour qui avait été mon asile pendant la nuit. Je sortis dans les rues, me mis à les parcourir avec précipitation, comme si je cherchais à éviter le misérable, et en tremblant de le rencontrer à chaque détour de rue. Je n'osais retourner à l'appartement que j'habitais et me sentais entraînée avec une vitesse prodigieuse, quoique trempée par la pluie qui tombait à verse d'un ciel noir et couvert. Je continuais pendant quelque temps à marcher ainsi, essayant, par l'exercice du corps, de me soulager du poids qui accablait mon esprit. Je traversais les rues sans savoir où j'étais, ni ce que je faisais. Mon cœur palpitait de frayeur et je marchais à pas irréguliers, sans oser regarder autour de moi. Semblable à celui qui, en se promenant sur une route solitaire, est saisi de crainte et d'horreur, et qui, après s'être une seule fois retourné, presse le pas et n'ose plus détourner la tête. Il craint qu'un ennemi effrayant ne marche derrière lui. Le dit du vieux marin toujours de Samuel Taylor Coleridge. En continuant ainsi, j'arrivai enfin devant une auberge où descendaient ordinairement les voitures et les diligences. Je m'y arrêtai machinalement et je restai quelques minutes les yeux fixés sur une voiture qui arrivait par l'autre bout de la rue et qui, en s'approchant, me parut être la diligence suisse. Elle s'arrêta à l'endroit même où j'étais et, dès que la portière fut ouverte, je vis Henri Clerval qui, en m'apercevant, s'élança dans mes bras. « Mon cher Frankenstein !» s'écria-t-il, « que je suis content de te voir, que je suis heureux de te rencontrer ici au moment même de mon arrivée. » Rien ne put égaler le plaisir que j'éprouvais à la vue de Clerval. Sa présence reportait toutes mes pensées vers mon père, Élisabeth, et toutes ces scènes domestiques dont le souvenir m'était si doux. Je tenais sa main et, dans un moment, j'oubliais mes tourments et mon malheur. J'éprouvais tout à coup, et pour la première fois depuis plusieurs mois, une joie calme et sereine. J'accueillis mon ami de la manière la plus cordiale, et nous nous dirigeâmes vers mon collège. Clerval me parla pendant quelque temps de nos amis communs et me dit combien il se félicitait d'avoir obtenu de venir à Ingolstadt. Tu peux facilement, me dit-il, t'imaginer quels efforts j'ai dû déployer pour persuader mon père qu'il n'était pas nécessaire à un négociant de ne connaître absolument que la tenue des livres. Vraiment, je ne me flatte pas d'avoir ébranlé son incrédulité,
car sa réponse constante à mes sollicitations était toujours celle du maître d'école hollandais dans le vicaire de Wakefield. J'ai 10 000 florins de rente sans savoir le grec, et cela ne m'empêche pas d'en jouir de bon cœur. Mais son affection pour moi a triomphé enfin de son mépris pour l'instruction, et il m'a permis d'entreprendre un voyage de découverte dans le pays de la science. J'ai le plus grand plaisir à te voir, mais je n'en aurai pas moins à apprendre de toi comment se portent mon père, mes frères et Élisabeth. À mon départ, ils étaient en bonne santé, très heureux, mais un peu fâchés de recevoir si rarement de tes nouvelles. Cela me fait penser que j'ai à t'adresser des reproches de leur part. Mais, mon cher Frankenstein, continua-t-il en s'arrêtant court et en me regardant en face, je n'avais pas encore remarqué ta mauvaise mine. Si maigre et si pâle. Tu sembles avoir veillé pendant plusieurs nuits. Tu as deviné juste. J'ai été dernièrement si plongée dans un travail que je ne me suis pas donné assez de repos, comme tu vois. Mais j'espère bien sincèrement que je suis maintenant au terme de toutes ces occupations et que j'en suis enfin délivrée. Je tremblais excessivement. Je ne pouvais songer aux événements de la nuit précédente ni à tout ce qui y faisait allusion. Je marchais d'un pas rapide et nous arrivâmes bientôt à mon collège. Je réfléchis alors et frissonnais à l'idée que la créature que j'avais laissée dans mon appartement pourrait y être encore. Vivre et se promener. Je tremblais de voir ce monstre, mais je craignais encore plus qu'Henri ne le vît. Je le priai donc de rester quelques minutes au bas de l'escalier, et je montai dans ma chambre. J'allais ouvrir la porte, et je ne m'étais pas encore recueillie. Je m'arrêtai alors en frissonnant. Je poussai la porte avec force, à la manière des enfants qui s'imaginent trouver un spectre dans l'autre extrémité, mais rien ne parut. Je marchai avec crainte. L'appartement était vide, et ma chambre était aussi délivrée de son hôte hideux. J'avais peine à croire à mon bonheur. Certain enfin de l'absence de mon ennemi, je frappai mes mains de joie et je courus vers Clerval. Nous montâmes dans ma chambre où le domestique nous apporta aussitôt à déjeuner, mais je ne pouvais me contenir. Je n'étais pas seulement troublée par la joie, je me sentais agitée aussi par un excès de sensibilité et par les battements rapides de mon pouls. Je ne pouvais rester un seul instant à la même place. Je sautais sur les chaises, je frappais des mains et je riais aux éclats. Clerval attribua d'abord l'état extraordinaire dans lequel il me voyait au plaisir que me causait son arrivée, mais en m'observant avec plus d'attention, il vit dans mes yeux un égarement dont il ne put ne pas se rendre compte, et il fut aussi effrayé qu'étonné de mes éclats de rire immodérés, dont aucun ne venait du cœur. « Mon cher Victor, s'écria-t-il, pour l'amour de Dieu, dis-moi ce que tu as. Ne ris pas de cette manière, comme tu es mal. Quelle est la cause de ce que je vois ?» « Ne me le demande pas, lui dis-je en me mettant les mains sur les yeux, car je crus voir le monstre horrible se glisser dans la chambre. Lui peut le dire. Ah, sauve-moi, sauve-moi. Je m'imaginais que le monstre me saisissait. Je me débattais avec fureur et je cédais à un violent accès. Pauvre Clerval, qu'a-t-il dû éprouver? En quelle amertume se changeait la joie qu'il s'était promise à nous revoir? Mais je n'étais pas le témoin de sa douleur, car j'étais sans vie, et je ne recouvrais les sens que longtemps après. Tel fut le commencement d'une fièvre nerveuse qui me retint plusieurs mois. Pendant tout ce temps, Henri seul me soigna. J'appris par la suite qu'il avait caché à Élisabeth et à mon père l'excès de mon égarement, pour épargner des chagrins à l'un qui, dans un âge avancé, n'aurait pu entreprendre un aussi long voyage, et à l'autre qui n'aurait pas supporté l'idée de ma maladie. Il savait que je ne pourrais avoir de soins meilleurs et plus assidus que les siens, et, ferme dans l'espérance que je recouvrerais la santé, il ne douta pas que, loin de mal agir, il ne fit une très bonne action vis-à-vis de mes parents.
J'étais réellement très malade, et rien n'était plus propre à me rendre à la vie que les attentions excessives et continuelles de mon ami. Le monstre à qui j'avais donné l'existence était toujours devant mes yeux. Il était sans cesse l'objet de mes discours dans mon délire. Sans doute Henri fut-il surpris de mes paroles. Il les prit d'abord pour les égarements de mon imagination troublée, mais la ténacité qui me portait à revenir continuellement sur le même sujet lui donna lieu de penser que ma maladie avait réellement pour cause quelque événement extraordinaire et terrible. Je me rétablis lentement et après des rechutes fréquentes qui alarmèrent et affligèrent mon ami. Je me souviens que la première fois que je devins capable d'observer avec une sorte de plaisir les objets extérieurs, je vis que les feuilles tombées avaient disparu et que de jeunes bourgeons poussaient aux arbres qui ombrageaient ma fenêtre. C'était un printemps délicieux et la saison eut une grande influence dans ma convalescence. Je sentis aussi renaître dans mon cœur des sentiments de joie et d'affection. Mon chagrin s'était dissipé et bientôt je devins aussi gai qu'avant que je fusse en proie à ma funeste passion. Cher Clerval, m'écriai-je, que tu es aimable, que tu es bon pour moi. Au lieu d'employer tout cet hiver à l'étude, ainsi que tu te l'étais promis, tu l'as passé dans la chambre d'un malade. Comment pourrais-je jamais te montrer ma reconnaissance pour ce service? J'éprouve le plus grand remords de t'avoir détourné de tes projets, mais tu pardonneras à ton ami. J'en serai suffisamment dédommagée si tu ne te troubles pas, si tu te rétablis aussi promptement qu'il est possible. À présent que ton esprit me paraît tranquille, je te puis parler sur un sujet. Ne le puis-je? Je tremblais. Quel pouvait être ce sujet? Comptait-il faire allusion à un objet auquel je n'osais même penser? Calme-toi, dit Clerval, qui me vit changer de couleur. Je ne t'en parlerai pas si cela t'agite, mais ton père et ta cousine seraient bien heureux de recevoir une lettre écrite de ta main. Ils ne savent pas combien tu as été malade et sont inquiets de ton long silence. N'est-ce que cela, mon cher Henri? Comment as-tu pu supposer que ma première pensée ne se porterait pas vers ces amis si chers que j'aime et qui méritent tant que je les aime? Si telles sont maintenant tes dispositions, tu seras peut-être bien aise, mon ami, de voir une lettre qui est arrivée ici pour toi depuis plusieurs jours. Elle est, je crois, de ta cousine. Chapitre 5. Clerval me remit la lettre suivante. À Victor Frankenstein. Mon cher cousin, je ne puis vous peindre l'inquiétude que nous avons tous éprouvée au sujet de votre santé. Nous ne pouvons nous empêcher de croire que votre ami Clerval nous cache la gravité de votre maladie, car voici plusieurs mois que nous n'avons vu de votre écriture, puisque vous avez été obligé, pendant tout ce temps-là, de dicter vos lettres à Henri. Il faut, Victor, que vous ayez été bien malade. Nous en sommes presque aussi malheureux que nous l'étions après la mort de votre excellente mère. Mon oncle s'était persuadé que vous étiez très dangereusement malade. Nous l'avons empêché, mais non sans peine, d'entreprendre le voyage d'Ingolstadt. Clerval écrit toujours que vous allez mieux. J'espère vivement que vous nous confirmerez bientôt cette nouvelle par une lettre écrite de votre propre main, car vraiment, Victor, nous sommes tous très affligés de votre état. Qu'un mot de vous nous ôte toute crainte, et nous serons les êtres du monde les plus heureux. Votre père jouit maintenant d'une si bonne santé que, depuis l'hiver dernier, il paraît avoir 10 ans de moins. Ernest a tellement grandi que vous auriez de la peine à le reconnaître. Et il a maintenant près de 16 ans et ne paraît plus maladif comme nous l'avons vu il y a quelques années. C'est un garçon tout à fait fort et animé. Hier au soir, j'ai eu une longue conversation avec mon oncle sur le parti qu'embrasserait Ernest. Dans un état continuel de maladie pendant son enfance, il n'a pu prendre l'habitude du travail et, à présent qu'il jouit d'une bonne santé, il est sans cesse à courir au grand air, à gravir les montagnes ou à voguer sur le lac. J'ai proposé d'en faire un cultivateur. Vous savez, mon cousin, qu'aucun état ne me paraît préférable. Un cultivateur mène la vie du monde la plus paisible et la plus heureuse.
et se livre en même temps à un travail dont les chances sont peu à craindre et les bénéfices presque certains. Mon oncle aurait voulu qu'il fît les études nécessaires pour être avocat, afin que par la suite il pût devenir juge, mais, outre qu'il n'est nullement propre à une semblable profession, il est certainement plus honorable à lui de cultiver la terre pour la subsistance de l'homme que d'être le confident, quelquefois le complice de ses crimes, car un homme de loi ne fait pas autre chose. Je disais que si les occupations d'un bon cultivateur n'étaient pas plus honorables, elles étaient du moins d'un genre plus agréable que celles d'un juge qui avait le malheur de n'être jamais témoin que des crimes de l'homme. Mon oncle sourit en me disant que je devrais être avocat moi-même. Cela mit fin à notre conversation. Je veux maintenant vous raconter une petite histoire qui vous plaira et vous intéressera, peut-être. Vous souvenez-vous de Justine Moritz? Non, sans doute. Eh bien, je vous raconterai son histoire en peu de mots. Madame Moritz, sa mère, était veuve avec 4 enfants, dont Justine était le 3e. Cette jeune fille avait toujours été l'objet des prédilections du père, mais, par une étrange perversité, la mère ne pouvait la souffrir et, après la mort de M. Moritz, elle la traita fort mal. Ma tante le remarqua et pria la mère de Justine, alors âgée de 12 ans, de la laisser avec nous. Les institutions républicaines de notre pays ont donné lieu à des habitudes plus simples et plus heureuses que celles qui dominent dans les grandes monarchies qui l'entourent. Il en résulte moins de distinction entre les différentes classes des habitants. Il en résulte aussi que les dernières, qui sont moins pauvres et moins méprisées, conservent des habitudes plus pures et plus honnêtes. Un domestique à Genève ne sent pas de même que ceux de France et d'Angleterre. Justine, ainsi reçue dans notre famille, a pris les devoirs d'une servante, condition qui, dans notre heureux pays, ne renferme pas l'idée d'ignorance et n'entraîne pas le sacrifice de la dignité d'un être humain. À présent, j'ose dire que vous vous rappelez à merveille l'héroïne de ma petite histoire, car vous aimiez beaucoup Justine. Je me souviens même que vous remarquiez autrefois qu'un regard de Justine suffisait pour calmer votre mauvaise humeur, ainsi que l'Arioste parle de la beauté d'Angélique, tant elle avait un air candide et heureux. Ma tante conçut beaucoup d'attachement pour elle, ce qui l'engagea à lui donner une éducation supérieure à celle qu'elle avait d'abord espérée. Ce bienfait fut bien placé. Justine était la petite créature du monde la plus reconnaissante. Je ne veux pas dire qu'elle en fit profession. Je ne l'ai jamais entendue l'exprimer par des paroles, mais ses yeux eussent fait croire qu'elle adorait presque sa protectrice. Quoique son caractère fût fort gai et souvent léger, elle faisait pourtant la plus grande attention au moindre geste de ma tante. Elle la regardait comme le modèle le plus parfait et elle tâchait d'imiter sa façon de parler et ses manières, au point que, même à présent, elle me la rappelle souvent. À la mort de ma chère tante, chacun était trop occupé de sa propre douleur, pour faire attention à la pauvre Justine, qu'il avait soignée pendant sa maladie avec la plus vive affection. La pauvre Justine fut très malade, mais elle était réservée à d'autres épreuves. Ses frères et sa sœur moururent l'un après l'autre, et sa mère resta sans autre enfant que la fille qu'elle négligeait. Cette femme, troublée par le cri de sa conscience, commença à croire que la mort de ses enfants préférés était un jugement du ciel, qui la punissait de sa partialité. Elle était catholique romaine, et je crois qu'elle fut confirmée par son confesseur dans l'opinion où elle était. Aussi, peu de mois après votre départ pour Ingolstadt, Justine fut rappelée par sa mère repentante. Pauvre fille, elle pleura en quittant notre maison. Elle était bien changée depuis la mort de ma tante. Le chagrin avait mêlé à son humeur, autrefois si vive, une douceur et une langueur attrayantes. Son séjour dans la maison maternelle n'était pas de nature à lui rendre la gaieté. La pauvre femme était très chancelante dans son repentir. Quelquefois elle priait Justine de lui pardonner sa dureté, mais bien plus souvent elle l'accusait d'avoir causé la mort de ses frères et de sa sœur. Madame Moritz, dont le caractère irascible ne fut d'abord qu'irrité par un état d'aigreur continuelle,
repose maintenant en paix. Elle mourut aux premières approches du froid, au commencement de l'hiver dernier. Justine est revenue avec nous. Je vous assure que je l'aime tendrement. Elle est très adroite, très douce et extrêmement jolie. Comme je vous l'ai déjà dit, ses manières et ses expressions me rappellent continuellement ma chère tante. Il faut aussi, mon cher cousin, que je vous parle un peu du gentil petit Guillaume. Il est très grand pour son âge. Je voudrais que vous le vissiez avec ses yeux bleus, doux et vifs, ses cils noirs et ses cheveux bouclés. Lorsqu'il sourit, on voit sur ses joues 2 petites fossettes qui sont fraîches comme la rose. Il a déjà eu 1 ou 2 petites femmes, mais Louisa Biron est sa favorite. C'est une jolie petite fille de 5 ans. Je pense, mon cher Victor, que vous serez bien aise que je vous parle un peu des bons habitants de Genève. La jolie mademoiselle Mansfield a déjà reçu les visites de félicitations pour son prochain mariage avec un jeune Anglais nommé John Melbourne, écuyer. Sa vilaine sœur, Manon, a épousé l'automne dernier le riche banquier M. Duvillard. Votre bon camarade d'études, Louis Manoir, a été plusieurs fois malade depuis que Clerval est parti de Genève. Il a déjà recouvré la santé et il est sur le point d'épouser une très aimable et très jolie Française, Madame Tavernier. Elle est veuve et plus âgée que lui, mais on la trouve très belle et elle est aimée de tout le monde. Moi qui vous écris, je suis en bonne santé, mon cher cousin, mais je ne puis terminer ma lettre sans vous demander encore avec inquiétude des nouvelles de la vôtre. Mon cher Victor, si vous n'êtes pas trop malade, écrivez vous-même et rendez heureux votre père et nous tous. Je n'ai pas la force de penser au malheur. Mes pleurs coulent déjà. Adieu, mon très cher cousin. Elisabeth Lavenza, Genève, 18 mars 1700. Chère Elisabeth, m'écriai-je après avoir lu sa lettre, j'écrirai sur le champ et je mettrai fin à l'inquiétude qui doit la tourmenter. J'écrivis et je fus très fatiguée d'avoir écrit, mais ma convalescence venait de commencer et elle continua régulièrement. 15 jours plus tard, je pus quitter la chambre. Un de mes premiers devoirs fut de présenter Clerval à plusieurs professeurs de l'université. En agissant ainsi, je suivis une sorte d'usage qui m'était pénible et qui convenait mal aux souffrances dont mon cœur avait été déchiré. Depuis la nuit fatale qui avait été témoin de la fin de mes travaux et du commencement de mes malheurs, j'avais conçu une violente antipathie contre le nom même de la philosophie naturelle. Bien plus, dans un état complet de santé, la vue d'un instrument d'alchimie était capable de renouveler toutes mes agitations nerveuses. Henri s'en était aperçu et avait fait disparaître tous mes appareils. Il avait aussi voulu que je quittasse mon appartement, car il avait remarqué que j'évitais d'aller dans la chambre qui m'avait auparavant servi de laboratoire. Mais tous les soins de Clerval furent perdus au moment où j'allais rendre visite au professeur. M. Waldman me mit à la torture en louant avec bonté et chaleur mes progrès étonnants dans les sciences. Il ne tarda pas à voir que cette conversation me gênait, mais n'en devinant pas la véritable cause, il l'attribua à la modestie et cessa de vanter mes progrès pour parler de la science elle-même, avec le désir bien évident que je me misse à en parler. Que pouvais-je faire? Il voulait me plaire et il me tourmentait. Je souffrais comme s'il avait placé un à un devant moi ces instruments qui devaient servir dans la suite à me conduire à une mort lente et cruelle. Je souffrais de ce qu'il disait, sans oser montrer la peine que j'éprouvais. Clerval, qui était toujours si prompt à discerner les sensations des autres, détourna la conversation, alléguant pour excuse son ignorance complète, et donna à la conversation un tour plus général. Je remerciai mon ami du fond de mon cœur, mais je ne parlais pas. Je vis clairement qu'il était surpris, mais il n'essaya jamais de m'arracher mon secret, quoique je l'aimasse avec un mélange d'affection et de respect sans borne. Je ne pouvais cependant me décider à lui confier l'événement qui était si souvent présent à ma mémoire, mais dont je craignais d'imprimer trop profondément le souvenir à un autre.
M. Cramp ne fut pas aussi docile et, dans mon état de sensibilité excessive, ses éloges brusques et grossiers me firent même plus de mal que la bienveillante approbation de M. Waldman. « Savant collègue !» s'écria-t-il. « Je vous assure, M. Clerval, qu'il nous a tous surpassés. Oui, regardez-moi si cela vous plaît, mais ce que je dis n'en est pas moins vrai. » Un jeune homme qui, il y a quelques années, croyait en Cornelius Agrippa aussi fermement qu'en l'Évangile, s'est maintenant mis à la tête de l'université, et s'il n'est bientôt à bas, nous ne pourrons tenir à côté de lui. Allons, allons, continua-t-il en voyant mon air de souffrance. Monsieur Frankenstein est modeste. C'est une excellente qualité pour un jeune homme. Les jeunes gens doivent se défier d'eux-mêmes. Vous savez, Monsieur Clerval, j'étais comme lui dans ma jeunesse, mais cela passe bien vite. M. Cramp entama alors un éloge de lui-même qui détourna la conversation d'un sujet qui me causait tant de mal. Clerval n'aimait nullement la philosophie naturelle. Son imagination était trop vive pour s'arrêter aux minuties de cette science. Sa principale étude était celle des langues. Son but, en s'y adonnant, était d'ouvrir un champ à son instruction lorsqu'il serait de retour à Genève. Le persan, l'arabe et l'hébreu furent, après une étude approfondie du grec et du latin, l'objet de son application. Quant à moi, à qui la paresse avait toujours été odieuse, dans le désir de fuir les réflexions et en haine de mes premières études, j'éprouvais un grand plaisir à être le condisciple de mon ami, et je ne trouvais pas seulement de l'instruction, mais encore des consolations dans les ouvrages des auteurs orientaux. Leur mélancolie est brûlante, et leur bonheur vous élève à une hauteur que je n'avais jamais connue dans l'étude des auteurs des autres pays. En lisant leurs écrits, il semble que la vie s'écoule sous un soleil brûlant et dans un jardin de roses, entre les sourires et les dédains d'une beauté cruelle et dans un feu qui consume le cœur. Combien diffère la poésie forte et héroïque des Grecs et des Romains. L'été se passa ainsi et mon retour à Genève fut fixé pour la fin de l'automne. Mais, retardé pour plusieurs motifs, je fus surpris par l'hiver et la neige qui rendirent les chemins impraticables, et je remis mon voyage au printemps suivant. Je fus très affligée de ce retard, car j'étais impatiente de revoir ma ville natale et mes amis. Mon retour n'avait été différé aussi longtemps que parce que je ne voulais pas laisser Clerval dans une ville étrangère avant qu'il n'eût fait connaissance avec quelques-uns des habitants. Cependant, l'hiver se passa très gaiement, et le printemps, qui fut plus tardif qu'à l'ordinaire, fut aussi plus beau et plus agréable. Nous étions au mois de mai et j'attendais de jour en jour la lettre qui devait fixer la date de mon départ lorsque Henri me proposa de parcourir à pied les environs d'Ingolstadt pour faire mes adieux au pays que j'avais si longtemps habité. Je me rendis avec plaisir à cette proposition. J'aimais l'exercice et j'avais toujours préféré Clerval à tout autre pour m'accompagner dans ces sortes de courses auxquelles je m'étais accoutumée dans mon pays natal. Nous passâmes 15 jours à courir d'un côté et d'un autre. Ma santé et mon esprit étaient depuis longtemps rétablis et s'affermissaient de jour en jour par l'air pur que je respirais, par l'accroissement naturel de mes forces et la conversation de mon ami. L'étude m'avait éloignée auparavant de mes condisciples et m'avait rendu insociable, mais Clerval excitait les dispositions qu'une nature meilleure avait mises dans mon cœur. J'aimais de nouveau les beautés de la nature et l'enjouement des enfants. Excellent ami, avec quelle sincérité tu m'aimais. Tu cherchais à élever mon esprit à la hauteur du tien. J'étais minée et affaiblie par un travail profond, mais ta douceur et ton affection ont réchauffé et ranimé mes sens. Je redevins le même qui naguère aimait tout le monde et en était également aimé, qui n'avait ni souci ni chagrin. Au temps de mon bonheur, la nature inanimée avait le pouvoir de me jeter dans les sensations les plus délicieuses. J'étais en extase, à la vue d'un ciel sans nuages et de la verdure des champs. Il est vrai que la saison dont
je parle était admirable. Les fleurs du printemps embellissaient les jardins, pendant que celles d'été étaient près d'éclore. Je n'étais pas troublée par les pensées qui, l'année précédente, m'avaient accablée d'un poids insurmontable malgré mes efforts pour les éloigner. Henri se réjouissait de ma gaieté et partageait sincèrement mes sensations. Il s'occupait de m'amuser et me rendait compte en même temps des sentiments de son âme. Dans cette occasion, les ressources de son esprit étaient vraiment étonnantes. Sa conversation était pleine d'imagination et très souvent, à l'imitation des écrivains persans et arabes, il inventait des contes dont les idées et les passions étaient surprenantes. D'autres fois, il récitait mes poèmes favoris ou proposait des arguments qu'il soutenait avec beaucoup d'esprit. Nous retournâmes à notre collège un dimanche dans l'après-midi. Des paysannes dansaient et toutes les personnes que nous rencontrions paraissaient gaies et heureuses. J'étais dans l'enchantement, transportée par de vifs sentiments de joie et d'allégresse. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture, excusez-moi. C'est drôle parce que j'ai inventé une histoire, il y avait l'extase. Et j'ai oublié même l'extase, même s'il y a un passage qui peut peut-être correspondre. Et je l'ai retrouvé là, juste après, même s'il n'y a rien de surprenant vu le vocabulaire utilisé. Mais ça me l'a rappelé en tout cas. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle nuit, une très douce nuit, très calme. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Frankenstein. Merci beaucoup.